Bonsoir et grand merci de votre fidélité. Les places deviennent chères. Aujourd'hui, les métamorphoses des mangas. Un autre monde, mais on aurait aussi bien pu commencer par celui-là, puisqu'il est à bien des égards le premier monde de la bande dessinée. Et qu'en disant manga, nous ne désignons pas une autre planète, pas plus qu'en disant comics, nous ne parlons de toute autre chose. Parler des mangas, somme toute, c'est parler de la bande dessinée telle qu'elle se fait au Japon, dans sa diversité. Il est vrai qu'en France, de cette diversité des mangas, de cette richesse, de cette pluralité de styles, de récits, de thèmes, d'atmosphères, nous n'avons pas toujours une grande idée. La France, vous le savez peut-être, est devenue le deuxième pays du manga. Le premier est bien entendu le Japon, mais le second pays, le pays où les mangas sont les plus lus, où les auteurs sont les plus aimés, les plus célébrés, c'est la France. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on se presse à Japan Expo, on se livre à Paris ou dans les abords de Paris à des cosplays aussi fréquentés que ceux des grands festivals du Japon. Mais je vais d'abord, avant d'entrer dans le détail de cette histoire, vous situer très brièvement les étapes de la pénétration des mangas en France, puisque il y a 30 ans, en 1978, les mangas n'existaient, pour ainsi dire, pas en librairie. C'est cette année 1978 qu'un pionnier courageux, Atos Takemoto, a lancé une revue en cherchant à faire connaître quelques bandes dessinées venues du Japon aux Français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas eu un grand succès. Alors Atos Takemoto, éditeur venu d'ailleurs, comme il le dit, se fait un peu l'ambassadeur, le prophète de mangas qui ne sont pas, à l'époque, particulièrement destinés aux enfants. C'est plutôt profitant du nombre des revues qu'il y a à cette époque, une envie de faire découvrir au public des grands adolescents et d'adultes la bande dessinée du bout du monde. La bande dessinée du bout du monde, ça ne nous viendrait plus à l'idée de parler de bande dessinée du bout du monde pour les mangas, mais voilà, il s'agit à petits pas de faire connaître ces bandes dessinées, et les choix sont assez audacieux et assez bons. Nous reviendrons tout à l'heure sur Yoshihiro Tatsumi, mais c'est un auteur résolument adulte. Donc c'est à des adultes qu'on propose cette bande dessinée et quelques autres dans le sens de lecture occidentale, et en ayant l'impression que, somme toute, ceux qui s'intéressent à Pilote, à l'écho des savanes, à Métal hurlant, à Suivre, qui vient de naître, pourraient être curieux de Tatsumi. Après tout, il n'aurait pas été aberrant de retrouver dans À Suivre, par exemple, un récit de Tatsumi. C'est impensable à l'époque, cela passe tout à fait inaperçu, et ce qui commence à s'imposer, cette lame de fond qui voit le jour et qui prépare l'arrivée des mangas en France, c'est à la télévision qu'elle a lieu, avec d'abord le fameux Goldorak, suivi de bien d'autres séries, Récréa 2, et puis le bien célèbre Club Dorothée, qui, pour tous les parents quelque peu paresseux de l'après 68, ne sachant trop que faire de leurs enfants le samedi matin ou le dimanche matin, seront l'objet de découvertes passionnées. Les dessins animés japonais sont achetés au kilomètre, à un prix très bas, et rapidement, ils représentent bien plus qu'une concurrence, quasi un écrasement de la production française ou européenne, voire de la production américaine. Et donc, une génération va grandir avec ces séries, avec ces mangas, avec des produits dérivés dans les magazines, puisque le Club Dorothée a son magazine, mais c'est d'une certaine façon comme un produit secondaire que le manga est d'abord perdu. C'est ce qu'on appelle l'animé. L'animé, il y aura plus tard le magazine Animeland, c'est l'animé qui fait connaître ces personnages, ce style graphique, cette mobilité, ces audaces aussi dans les thèmes, car les adultes qui passent
quelque peu horrifiés. Il y a eu à l'époque un pamphlet de Ségolène Royal sur les grands malheurs qui allaient arriver aux enfants. Les adultes qui passent quelques instants devant ces animés ne sont sensibles qu'à une animation assez rudimentaire. Ça bouge moins que les films de Disney auxquels on est habitué, et ne sont sensibles qu'à une violence assez immédiate et la présence d'un monde robotique. Les enfants, eux, y trouvent un accès à un matériau plus adulte, ou en tout cas plus ado, que peut-être dans les autres choses qu'on leur propose. Il n'empêche, ce monde de l'animé reste alors tout à fait séparé des tentatives d'introduire les mangas dans le marché francophone, comme cette publication dans la collection Autodafé qu'on a déjà évoquée, où il y avait eu un bail avec Dieu de Will Eisner, à côté de quelques autres œuvres. Les humanoïdes associés se lancent dans la publication d'une œuvre importante, très adulte, Gen d'Hiroshima, une œuvre qui, avant Maus, mais sur un mode un peu comparable, traite de l'insoutenable, ici, du bombardement d'Hiroshima et de ses suites interminables. L'auteur, Keiji Makazawa, a lui-même connu, comme tout petit enfant, le bombardement d'Hiroshima. Il y a perdu une grande partie de sa famille, et après avoir tenté de refouler ce sujet, il se décide de le traiter sous forme de manga. Un succès total en France, l'album passe inaperçu et n'est pas lu. En 1988, l'éditeur Jacques Glénat, déjà évoqué ici, l'éditeur Jacques Glénat part au Japon pour vendre un certain nombre de droits de ses séries. Il se dit, dans ce pays grand consommateur de bande dessinée, il n'est pas normal que, par exemple, Les Passagers du vent de François Bourgeon ne soient pas connus. Il arrive donc avec une série de séries françaises sous le bras, et ça ne rencontre aucun écho chez les éditeurs japonais. Par contre, de plusieurs côtés, on lui dit il y aurait peut-être quelque chose à faire en France avec nos mangas, nos bandes dessinées si célèbres. Il est impressionné par les tirages qu'il entend, et notamment par l'immense succès de la série Akira, qui paraît en noir et blanc, en sens de lecture japonais, et connaît, avec ses bientôt 2000 pages, un succès extraordinaire. Il y a eu une adaptation aux États-Unis, et en fait, c'est en repartant de cette adaptation américaine, en couleur, en sens de lecture occidentale, que Jacques Glénat, à son retour, va tenter de lancer Akira, sans trop y croire, il faut le dire. Il espère un petit succès, peut-être espère-t-il aussi mettre un pied dans la porte et amorcer une future collaboration qui irait plutôt dans l'autre sens. Ça changera le destin de sa maison d'édition, car l'année suivante, alors que les premiers résultats d'Akira sont encore décevants, l'année suivante sort le film d'animation, le long-métrage d'animation Akira, co-réalisé par Otomo lui-même, et le film a un grand succès qui crée une Akira-mania, une passion soudaine pour ces petits fascicules et une demande assez rapide d'éditions plus authentiques, plus proches de ce que proposent les Japonais, en noir et blanc, éventuellement même en sens de lecture, droite-gauche, en sens de lecture japonais. Le jeune public assez rapidement voit des images de la production japonaise et souhaite accéder à quelque chose de plus proche. Un peu après, immense succès d'une série apparemment plus enfantine, assez caustique, assez grinçante dans ses thèmes, assez libre dans ses audaces, Dragon Ball, de Akira Toriyama, qui va conquérir les faveurs de toute une génération d'enfants et d'ados qui, eux, ont connu ce langage des mangas à travers l'animé, qui ne trouvent pas ça particulièrement moche, qui trouvent surtout ça très amusant à lire, aux grandes dames, une fois encore, d'adultes qui s'étonnent de ces yeux immenses, de cette violence omniprésente, de ces cheveux dressés, enfin de ce qui leur apparaît, de ce qui, je dois bien le dire, m'apparaissait il y a longtemps comme jeune père de famille, m'apparaissait comme un peu débile. En 1995,
les choses changent pour moi et pour quelques autres lecteurs de bande dessinée. Paraît chez Casterman, en petit format, sur un papier assez ordinaire, qui ressemble plutôt à celui des revues japonaises que des livres japonais, L'homme qui marche de Taniguchi. L'homme qui marche est totalement aux antipodes de l'idée qu'on peut se faire des mangas. Pas de grands yeux, pas de violence, presque pas d'action. Mais le livre n'est arrivé que par hasard en France. Il y avait une collaboration qui s'était établie à l'époque, en ce début des années 90, entre le grand éditeur Kodansha et la revue Morning, une revue à grand succès, et plusieurs auteurs du monde occidental. Les responsables de cette revue Morning, M. Kurihara, le directeur, et M. Tsutsumi, le rédacteur en chef, étaient persuadés que le manga risquait un jour d'être à bout de souffle et qu'il devait se renouveler stylistiquement et thématiquement, et qu'un peu d'importation de nouveaux styles, de bandes dessinées audacieuses, pouvait faire le plus grand bien au manga. C'était ça l'idée, tout simplement. Et donc, Baru, à côté de Baudouin, bientôt de Lewis Trondheim, bientôt de Nicolas de Crécy ou de Bebdeum, donc des auteurs plutôt pointus, quasi avant-gardistes, Baru fait paraître un long récit remarquable, L'autoroute du soleil. Et en fait, Casterman veut absolument les droits français de L'autoroute du soleil, donc les rachète aux Japonais et accepte par la bande 2 ou 3 séries, parmi lesquelles l'album L'homme qui marche de Taniguchi. L'album est remarqué par les professionnels, mais il faudra attendre quelques années de plus pour que Quartier lointain du même Taniguchi reçoive en 2003 le prix du meilleur scénario à Angoulême. C'est le premier album japonais primé à Angoulême. Et en 2005, son autre grande série, Le sommet des dieux, reçoit le prix du dessin. En réalité, la plupart des auteurs japonais sont indissociablement dessinateurs et scénaristes, même si là, pour Le sommet des dieux, c'est une collaboration. Mais à l'occidental, on lui donne une fois le prix du scénario, une autre fois le prix du dessin. La consécration globale devra encore attendre quelques années. Mais en 2015, tout à la fin de sa vie, mais il ne le sait pas encore, personne ne l'imagine, Taniguchi est gratifié d'une immense exposition rétrospective à Angoulême, exposition qui sera reprise un peu partout, et il a conquis entre-temps un public plus littéraire, un public qui ne lisait pas de manga et qui se passionne pour son œuvre. Et en 2016, le Grand Prix, pour la première fois, le Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc la consécration majeure du domaine, est remis à Otomo Katsuhiro, qui le reçoit des mains d'Hermann, un monde plutôt de la bande dessinée belge traditionnelle, et ce monde des mangas qui est apparu pendant longtemps comme un rival dangereux, puisque tandis que ces consécrations artistiques se produisaient, un marché de masse se mettait en place et entrait dans les librairies, grignotant, selon certains, de larges rayons. Et c'est donc avec cette superbe affiche en 2016 que, on peut dire, le manga se trouve définitivement consacré dans le festival européen le plus important. Au même moment, d'autres auteurs européens se voient reconnus et primés au Japon. Il s'est donc passé, ces 28 ans, ces 30 ans, quelque chose d'extraordinaire, mais la découverte des mangas dans leur diversité, dans la diversité que j'ai pu observer lors de mes voyages au Japon, la découverte ne s'est faite que très partiellement et dans le plus complet désordre. Et c'est donc maintenant, peu à peu, dans une tentative d'histoire interne des mangas que je vais me lancer. Je vous dis tout de suite que je n'évoquerai pas, parce que je les ai peu lus, parce que ce n'est pas ma génération, parce que c'est un monde immense, parce que, évoquant la bande dessinée américaine ou la bande dessinée européenne, je n'ai pas non plus parlé de tout, je vous parlerai peu des shoujo, les mangas plus spécialement destinés aux filles, et notamment aux petites filles. Je vous parlerai peu des shonen, les séries qui obtiennent les plus grands succès. Ici, on voit des couvertures de magazines japonais. Vous voyez quelque chose à la fois très complexe dans l'image, mais toujours très actif, très vivant.
des séries souvent extrêmement longues, des séries que l'on retrouve au Japon, mais au Japon, dans les librairies, on trouve aussi bien d'autres choses, y compris des classiques, y compris des bandes dessinées documentaires, des bandes dessinées autobiographiques, des bandes dessinées de la vie quotidienne, presque toutes de petit format, presque toutes en noir et blanc, reprises en livres après avoir connu, pour la plupart, une première vie dans des magazines extrêmement bon marché. Flashback. Voilà, un grand flashback. Les origines de la bande dessinée européenne, nous le savons, c'est Töpffer, le premier critique de bande dessinée, c'est Goethe, c'est pas mal, mais au Japon, l'emploi du mot manga, ça commence avec Okuzai, ce n'est pas mal non plus. Il habituera peut-être l'œil japonais à un certain type de caricature et à un certain type de suite d'images, même s'il ne s'agit pas, dans l'esprit d'Okuzai, de véritables récits. Le manga, c'est une profusion d'images, c'est un ensemble d'images, ce sont des déclinaisons, des variations, ce ne sont pas véritablement des récits. Enfin, voilà un patronage heureux. Je passe à la page suivante. Et donc, le manga va s'introduire au Japon par des Occidentaux, en fait. Vous savez qu'il y a la revue Punch en Angleterre, il y a toutes sortes de revues remplies de caricatures, et au moment où le Japon commence à s'ouvrir à l'Occident, nous y introduisons un certain type de caricature, et le Japan Punch paraîtra pendant longtemps. C'est par ailleurs un Français passionné par le Japon, vraiment quelqu'un qui est l'un des artisans du japonisme et qui est beaucoup plus connu aujourd'hui au Japon qu'en France, Georges Bigot, qui va créer une revue appelée Tobae. Il y a très peu de documents dessus. On se situe là dans les dernières années du XIXe siècle et il importe des dessins, mais surtout il en réalise beaucoup. Il réalise même de la caricature politique, habituant une nouvelle fois les Japonais à cette forme. Mais il y a toujours peu de choses. On connaît essentiellement cette série anonyme parue dans les années 10 et 20, mais qui ne correspond pratiquement pas à la forme moderne des mangas. Et puis le Japon, dès la fin des années 20, pendant les années 30, pendant le début des années 40, a d'autres soucis et d'autres projets que la caricature, d'autres envies que celles de raconter des histoires divertissantes. On est en pleine fièvre nationaliste, et c'est finalement avec l'écrasement du Japon, l'effondrement du Japon, l'arrivée de MacArthur, le grand plan de redéploiement du Japon dans un pays détruit et démoralisé, que va arriver un homme sans lequel peut-être les mangas ne se seraient jamais développés. Car quand on demande aux Japonais pourquoi dans tel ou tel pays la bande dessinée a moins de succès qu'au Japon, ils répondent « c'est simple, ces gens n'ont pas eu Osamu Tezuka ». Osamu Tezuka, qu'on appelle le dieu du manga, mais vous savez que le Japon est polythéiste, donc il peut y avoir plusieurs dieux. Osamu Tezuka est reconnu par à peu près tout le monde comme la figure fondamentale. Tout le monde se réfère, prolonge, et même quand on veut faire une autre bande dessinée, on la fait par rapport ou en référence à tel ou tel aspect de l'œuvre de Tezuka, qui a vécu jusqu'à 60 ans, qui a produit, si mes souvenirs sont bons, 150 000 pages, animé un nombre de personnages extraordinaires et véritablement accompagné de 1948 à sa mort, donc pendant 40 ans, toutes les évolutions du manga. Il est pour les Japonais Hergé et Disney réunis. Il serait pour les Américains Will Eisner, Disney et Prescott Spiegelman en même temps. C'est véritablement une figure de référence. Voici un autoportrait de tout jeune homme. Pendant les années de guerre, il note à ce moment-là, à côté de ses dessins, ses appréhensions au jour le jour, sa crainte d'être mobilisé si la guerre se prolonge, et il note en 1945 « J'ai survécu, je vais pouvoir faire les mangas ».
C'est son idée, son obsession, il les pratique déjà, il a dessiné des centaines ou des milliers de pages tout seul sans songer à les publier. Il dessine partout, sauf en classe où ce style de dessin n'a pas de succès. Cela ne l'empêchera pas d'entreprendre des études de médecine, de les mener jusqu'au bout, de représenter très fréquemment la médecine et la chirurgie dans ses bandes dessinées, même si profondément son humanisme lui fera penser qu'il peut rendre plus de service à son pays à travers les bandes dessinées qu'en agissant comme un médecin. Il est né dans la région d'Osaka, il a vu de ses yeux les drames de la fin de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Il a vu ce pays ruiné, humilié, démoralisé, et il se rend compte qu'en tant que médecin, il ne pourrait faire que bien peu. Alors, on a peu de traces de ses toutes premières bandes dessinées. C'est un autodidacte. On a peu de traces parce qu'à l'époque, la technique des livres rouges consiste à décalquer l'original pour le reporter sur une plaque qui permet d'imprimer, et ce faisant, on détruit une grande partie des dessins originaux. Mais assez vite, les petits livres très bon marché que produit Tezuka, alors à peine âgé de 20 ans, ces petits livres commencent à rencontrer un grand succès. Il est vrai qu'ils n'ont pas de concurrents, il est vrai aussi que le Japon et les enfants japonais sont en énorme demande de quelque chose. Alors, Disney a énormément compté pour lui, il joue avec Disney, il y a même un manga où on apprend à dessiner Mickey, et puis on s'aperçoit de toutes sortes de turbulences et de mises en abîme déjà entre le Mickey dessiné à la japonaise et le professeur manga qui l'anime. Une autre série très importante où il décrit les 1000 années à venir, bon ça c'est vraiment un projet très ambitieux, mais toujours matiné d'humour, même si la profondeur est là dès les premières œuvres, mais dans un dessin qui est un dessin d'allure tout à fait libre, enfantine, rapide. Tezuka n'est pas un fignoleur, il se pense d'abord comme un narrateur. Il dira d'ailleurs, en découvrant les premières pages d'Akira, bien des années plus tard, « Oh, si c'est ça les mangas, alors je crois que je ne peux pas en faire. Je ne suis pas capable de dessiner comme cela, je n'ai jamais dessiné d'après modèle, je n'ai jamais appris la perspective, ce n'est pas mon monde. » Mais il est d'une imagination sans fin, et par exemple, il a vu simplement l'affiche et sans doute une photo de Métropolis de Fritz Lang, et cela lui suffit pour se lancer dans son propre Métropolis, imaginant la première de ces villes gigantesques que les mangas aimeront tant développer. Et bientôt, au tout début des années 50, va apparaître le personnage qui sera sa mascotte, qui reste le personnage le plus célèbre probablement des mangas, celui que nous appelons Astro Boy, mais qui s'appelle en japonais Atomu quelque chose. Son énergie, ce qui le fonde, ce qui le fait exister, c'est l'atome. Extraordinaire idée dans un pays dévasté par la hantise du nucléaire et ses conséquences à très long terme, celles qu'on voit dans Gen d'Hiroshima et ailleurs. Extraordinaire idée, un peu terrifiante aussi quand on pense à Fukushima, mais que d'essayer de faire un héros positif à partir de cette énergie nucléaire. Astro Boy, le petit robot, c'est un personnage qui va affronter les situations les plus extravagantes. Généralement, ces aventures se terminent bien, mais il arrive qu'elles ne se terminent pas si bien que cela. Dans l'animation, ce ne sera plus le cas, elles se termineront toujours bien. Et évidemment, ce qui nous frappe, c'est le dynamisme de ces pages, la volonté d'avoir une action quasi cinématographique à chaque page. Ici, nous voyons dans une page plus tardive qui fonde la mythologie du personnage, qui est comme un petit peu le reboot de la série au début des années 70, nous assistons à la naissance d'Astro Boy, un petit robot rejeté par ceux qui l'ont créé et qui devra apprendre à se faire aimer, car pratiquement tous les personnages d'Otomo sont des enfants rejetés par leurs géniteurs, adoptés et devant faire leurs preuves dans un monde redoutable. Les aventures d'Astro Boy se prolongeront sur des milliers de pages et le personnage, nous le verrons, restera une référence pour absolument tous les Japonais,
rapidement, il n'est pas simplement lu par les petits-enfants, il passe vraiment de génération en génération. Alors, Tezuka est aussi l'inventeur du shoujo, puisqu'on peut dire que Astro Boy est un des premiers shonen, c'est bande dessinée pour jeunes garçons, mais il se dit, c'est une série un peu trop masculine, on va créer une série pour les filles, et il invente à ce moment-là un code qui sera repris un petit peu partout. C'est ici donc les aventures de la princesse Saphir, dans un monde de fantaisie, de féerie, mais le code des grands yeux, et de ces yeux qui ont toujours un petit éclat, une petite lueur dans la prunelle, s'invente à ce moment-là. Il crée aussi les aventures du roi Léo, car il ne faut pas abandonner l'animalier, et le roi Léo sera une des sources, pour ne pas dire la source principale, du fameux roi lion de Walt Disney. Mais lorsqu'on lui dira, à la fin de sa vie, lorsqu'on dira à Tezuka que peut-être ça relève du plagiat, il dira « Walt Disney m'a tellement donné qu'il peut faire ce qu'il veut de ce que j'ai fait ». Et jamais l'idée de faire valoir ses propres droits ne lui viendra à l'esprit. Il se lance aussi dans des projets assez étranges. Si je vous demandais de quelle histoire il s'agit, à moins d'être très érudit, vous ne penseriez sûrement pas qu'il s'agit ici d'une adaptation de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Mais c'est bien Raskolnikov que nous voyons. Et donc, il y a l'idée qu'on peut, même avec un dessin simple, simplissime, raconter une histoire terrible et raconter un de ses romans qui l'a frappé et qu'il s'approprie. Et créer une mise en scène plus rude, plus dramatisée, avoir un noir et blanc plus franc. Tout cela en dessinant ces pages à une vitesse qu'il nous est difficile d'imaginer. Tezuka n'a pas d'assistant à ce moment-là, il a simplement cette énergie qui le fait travailler 14 ou 15 heures par jour pour mener de front différentes séries. Des séries qui au début ne se vendent pas, elles s'empruntent. Car le Japon a connu une nouvelle petite crise économique avant le grand redéploiement des années 50, et ce sont les bibliothèques de prêt qui font le succès des premiers mangas. On les emprunte pour quelques centimes, on les lit à haute dose, et quand le pouvoir d'achat des Japonais commence à grandir, c'est à travers ces lecteurs-là, formés dans les bibliothèques de prêt, que le succès s'établira. Mais il restera toujours dans l'économie du manga, et c'est un point très important par rapport à l'ampleur de sa diffusion, il restera toujours l'idée que le prix ne doit pas être un frein à la lecture. Et donc les revues de manga très épaisses, imprimées sur un assez mauvais papier, ces revues coûtent extrêmement peu cher, et quand on a fini de les lire, généralement, on les abandonne. Et quand on les abandonne, il y a des gens qui les ramassent et qui les vendent en un second marché encore moins cher. Ce qui fait que personne au Japon ne pouvait s'estimer privé potentiellement des mangas dès cette époque-là. Une chose qui va être extrêmement amusante à observer chez Tezuka, bon, je m'attarde longuement sur lui, mais certainement que des auditeurs japonais diraient que je n'en ai pas encore fait assez et que Tezuka mérite une conférence complète. Ce qui est très frappant, c'est qu'il s'approprie le langage de la bande dessinée avec une aisance, un plaisir, une liberté extraordinaire. Nous avons évoqué par exemple les travaux de Fred ou certaines pages de Gottlieb où on joue avec la bande dessinée, mais chez Tezuka, dans les récits d'allure les plus traditionnels, on peut se permettre toutes sortes de fantaisies. Les cases peuvent se mettre à couler. On peut aussi développer un grand mouvement cinématographique, car Tezuka est encore plus nourri par le cinéma, notamment le cinéma américain et le cinéma français, qu'il ne l'est par la littérature. Et donc, il s'amuse à chaque moment, par exemple ici, en mettant en scène Cléopâtre, il s'amuse à chaque moment avec ce que l'on peut faire dans des techniques qui évoquent un peu celles du dessin animé. Reprise quasi identique du même cadre, lente évolution, et puis brusque événement. Ce sont des jeux de toutes sortes, et suivant les périodes, il privilégie les cases horizontales ou les cases verticales, l'usage cinématographique ou des usages plus baroques, plus étranges. On a l'impression qu'il fait tellement de bandes dessinées qu'il y a en lui aussi un oulipien caché qui a besoin d'inventer des dispositifs régulièrement pour relancer son propre intérêt.
Il y a donc une mise en scène, une mise en récit qui lui importe infiniment plus que le détail anatomique de tel ou tel personnage. Bien entendu, je ne vais pas l'expliquer à un public aussi averti que le vôtre, mais bien entendu, notre regard doit se promener de haut en bas et de droite à gauche, y compris à l'intérieur de chacune des cases. Et donc vous voyez que quelquefois, les dispositifs, pour simples qu'ils soient, sont extrêmement efficaces. Ici, nous ne lisons pas les pages. Il faut dire que les œuvres de Tezuka sont éditées de manière assez désordonnée et très incomplète en français. Il y a des œuvres complètes au Japon, on en est bien loin ici, et donc souvent, nous en restons à un regard un petit peu superficiel sur l'histoire. Il y a aussi une clé du système Tezuka, c'est ce qu'il appelle le star system. Il faut créer des vedettes, comme les films reposent sur des vedettes, il faut que l'on s'attache à ces personnages clés. Il en anime un grand nombre, mais chaque série doit avoir sa star ou ses stars. C'est comme cela, dit-il, que le public s'y attachera. Et il est vrai qu'il est important de s'attacher, puisque beaucoup des séries se prolongent sur d'innombrables tomes. Tezuka, au milieu des années 50, à la fin des années 50, commence à gagner énormément d'argent. L'économie du Japon se relève. Il est le roi du marché, plus encore qu'Hergé n'a pu l'être dans son marché franco-belge, et il va pouvoir donner naissance à son second rêve, faire vivre ses dessins pour la télévision naissante. Alors c'est une aventure assez extraordinaire, puisque Tezuka, un peu à la façon de Winsor McCay, qu'il admirait beaucoup, décide de se lancer tout seul, avec son propre argent. Il n'a pas le temps de dépenser l'argent qu'il gagne, de toute façon. Au rythme où il travaille, il ne peut rien en faire. Donc, il crée un studio dans un immeuble voisin de celui qu'il habite et engage jusqu'à 30 jeunes artistes qu'il paye sur ses propres deniers pour réaliser les premières séries. Ce qui se passe, c'est qu'habitué au prix du monde de l'édition, il fixe si bas le coût de la minute de dessin animé qu'il produit qu'il se rend compte bientôt qu'elle lui coûte beaucoup plus cher que le prix auquel il peut la vendre. Pas de question pour l'instant d'exporter cette animation, et donc cette activité qui devait être un complément le ruinera, le conduira à la faillite du studio Mushi. Mais entre-temps, j'ai failli vous en montrer une, mais je n'ai pas réussi à la télécharger, mais les premiers Astro Boy sont déjà d'un dynamisme remarquable, même si c'est une animation à l'économie. Il s'agit de produire beaucoup moins de dessins que dans une logique à la Disney, mais de trouver toutes sortes d'astuces, notamment dans la bande-son, pour donner l'illusion d'un mouvement et d'un dynamisme. Nous quittons momentanément M. Tezuka. Nous le retrouverons dans la seconde partie de sa carrière, mais voici qu'arrive une autre génération qui a lu les œuvres de Tezuka, comment pourrait-il en être autrement, mais qui éventuellement a envie de raconter un petit peu autre chose. Tatsumi n'est plus jeune que de 10 ans, mais ce qu'il cherche par rapport au monde dans lequel il a grandi, par rapport aux duretés dont il a été la victime dans son enfance et son adolescence, ce qu'il veut, c'est décrire le vrai monde, le monde qu'il fréquente, un monde qui évoque les duretés de la vie urbaine, qui évoque le roman noir, le hard-boiled, et pour développer ce monde, pour parler de ces personnages de paumés, de misérables, de prostituées, de bandits, d'alcooliques qu'il décrit, eh bien, il veut trouver un autre mot, un autre nom générique. Le mot de seinen, bande dessinée pour adultes, pour ados-adultes, n'est pas encore très développé. Le mot qui convient à Tatsumi, c'est celui de Gegika. Gegika, ce sont des récits durs, des récits noirs, des récits qui s'adressent très clairement à un public adulte. Et donc le style graphique peut être différent. Vous voyez évidemment immédiatement la place du noir, mais nous allons voir aussi la place du quotidien, de la ville, des quartiers qu'on ne montre pas, tout un aspect documentaire extrêmement éloigné de l'idée un peu
joyeuse, euphorique que l'humanisme de Tezuka propose dans les premières années. Tatsumi est un personnage extrêmement attachant, assez sombre, qui racontera à la fin de sa vie, sous forme de manga, cette existence de dessinateur connaissant à la fois les réalités les plus dures et aussi des moments d'insuccès dans sa carrière. Et cette histoire de Tatsumi sera adaptée au cinéma. Il est lié à l'émergence de revues un peu avant-gardistes, revues orientées vers le monde adulte. Et la première d'entre elles, la plus célèbre, une revue qui n'a pas marché énormément, mais qui est restée mythique et où beaucoup de dessinateurs rêvaient de publier, cette revue s'appelle Garo. Et c'est en 1964 qu'elle commence à se développer, accueillant des styles graphiques et des thèmes tout à fait différents de ceux de Tezuka. Parmi les auteurs de la revue Garo, il y a un personnage tout à fait mythique qui est Yoshihiro Tsuge. On connaît peu son œuvre en France et ce n'est pas pour rien car Yoshihiro Tsuge a largement disparu de la circulation à plusieurs moments, refusant de continuer son métier, refusant même que ses histoires soient traduites, ne répondant à rien. On raconte qu'alors qu'il avait publié quelques histoires courtes tout à fait remarquables, la revue Garo essayait de prendre contact avec lui et plus personne n'avait sa trace, plus personne ne savait où il habitait. Et donc ils ont fait paraître une annonce en assez gros en disant « Yoshihiro Tsuge, si vous lisez Garo, prenez contact avec nous ». Et finalement, ça lui arrive et il revient chez Garo où il réalisera son livre le plus célèbre et le plus important, le seul traduit en français, mais c'est chez Ego Comics, un éditeur qui a disparu, L'homme sans talent. Que ce livre n'ait connu qu'une version et qu'il ait disparu enchante certainement Yoshihiro Tsuge s'il est toujours vivant. L'histoire de l'homme sans talent est à la fois très simple et extraordinairement touchante. C'est une histoire manifestement autobiographique. Un homme qui se persuade qu'il n'a pas de talent, sa femme dit qu'il n'est qu'une larve, un homme qui lâche ce qu'il sait faire pour faire les métiers les plus misérables, pour se faire oublier, pour disparaître aux yeux du monde. Mais ce qui est assez magique, c'est que Tsuge a été capable de raconter cette histoire qui est à peu près la sienne avant de disparaître à nouveau. On a donc, à un moment où la bande dessinée autobiographique ne se pratiquait pas encore, à un moment où les bandes dessinées du presque rien n'avaient pas droit de citer, ce récit qui a impressionné énormément d'auteurs, y compris des auteurs à succès au Japon, mais qui se sont nourris de cette possibilité qu'il y avait de laisser place au silence, de laisser place au temps mort, à la respiration, et de laisser place aussi à la noirceur la plus grande. Et Tezuka, voyant tout cela et se rendant compte qu'il est à la fois honoré et célébré comme un classique, en 1970, il sera en quelque sorte, avec Astro Boy, la mascotte de l'exposition universelle d'Osaka. Il est devenu un personnage officiel, on parle déjà de lui comme d'un dieu du manga, mais c'est comme s'il voyait le monde de la bande dessinée prendre d'autres chemins, se faire sans lui. Il n'en est pas question, il n'est pas un vieil homme, il veut absolument répondre. Et donc il crée sa propre revue où bien sûr Astro Boy est présent, mais où il va pouvoir tenter toutes sortes d'autres expériences dans le dessin, dans les thèmes, dans un certain réalisme où il fait entrer la réalité d'un Japon qui a beaucoup bougé depuis l'immédiat après-guerre. Vous voyez là que même pour un homme qui n'a pas de formation graphique, même pour un homme qui ne se soucie pas d'anatomie, il y a une puissance dans l'organisation de la page. C'est pour ça que j'ai choisi cette image pour annoncer la conférence. Une puissance dans l'organisation de la page, une immédiate puissance narrative à partir de 3 fois rien, qu'on retrouve avec des audaces plus ou moins tonitruantes dans énormément de ces mangas de l'époque. Donc inventivité formelle qui n'exclut pas l'action, nouvelle thématique, nouveau type de personnage, incursion dans le fantastique, incursion dans l'histoire lointaine, incursion dans la science-fiction sérieuse, foi énorme dans le langage de l'image, lui qui écrit quand même si facilement ses dialogues et qui souvent organisait ses pages autour de dialogues, foi aussi dans cette idée que le manga est vraiment une écriture de signes.
Et il dira, dans un texte tardif, qu'au fond, il n'a jamais fait qu'écrire, mais qu'il l'a écrit non seulement avec des mots, mais avec un répertoire de signes simples qu'il a forgés et qu'il utilisait quasiment comme si c'était des lettres. Bien sûr, la calligraphie japonaise y prédispose, et c'est vrai que beaucoup des pages que je vais vous montrer sont plus belles et plus fortes et esthétiquement plus cohérentes quand on les voit avec les textes japonais, avec ces inscriptions verticales, etc. Mais il n'empêche que nous sentons, dans des pages comme celle-ci, combien il cherche à proposer une lecture qui sollicite l'intelligence du regard et qui tire véritablement parti d'un langage qui n'est pas celui de l'animation, même s'il y ressemble et même si parfois on confond sous une même appellation les mangas et l'animé. Cet effet, non seulement parce qu'il s'agit de cases verticales, non seulement parce qu'il s'agit d'une double page qui se lie d'un mouvement, mais aussi parce que nous avons cette perception à la fois successive et simultanée de ce qui s'y passe, cette page sans personnage, cette double page que chacun de nous, somme toute, pourrait dessiner, même sans talent, elle est d'une redoutable et remarquable efficacité. Alors avec ce langage neuf, ce langage renouvelé, il peut se lancer dans des histoires plus ambitieuses, il peut revisiter de manière plus réaliste l'histoire récente du Japon, des traumas individuels, et c'est par exemple ce qu'il fera dans la série courte Ayako, un soldat qui revient après la guerre, tel le colonel Chabert, dont personne ne veut, une famille complètement pathologique, où tout le monde ment, tout le monde cache les choses, où les héros ne sont pas des héros, où les soldats reviennent en vaincus ou en traîtres. Une série où les duretés que Tezuka a connues juste après la guerre peuvent être mises en scène. Une série où l'érotisme fait une intrusion, peut-être encore timide, peu chaste, mais qui montre en tout cas que Tezuka ne recule pas devant les thèmes plus adultes que ses collègues sont en train de traiter. Et tout à la fin de sa vie, rongé par la maladie, en tant que médecin, il sait très bien qu'il est en train de mourir, et c'est en grande partie à l'hôpital qu'il dessinera l'histoire des trois Adolphes, puis qu'il tentera pendant un moment de rémission de retoucher les pages dont il n'est pas content. C'est à la fin de sa vie qu'il traitera un des thèmes les plus ambitieux, les plus complexes, avec l'histoire des trois Adolphes, trois hommes prénommés chacun Adolphe. L'un, c'est Hitler bien sûr, et les deux autres sont deux garçons japonais, l'un juif, l'autre qui va évoluer peu à peu vers la sympathie avec les nazis. L'histoire se prolonge sur une très longue période, sur une trentaine d'années, et elle est d'une extrême ambition narrative et d'une extrême solidité. Car Tezuka est avant tout un narrateur. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier, même si, évidemment, en voyant ces pages et ces fragments, cette anthologie que je vous propose, mois après mois, nous avons tendance à approcher la bande dessinée d'abord par ses qualités plastiques ou par l'organisation de ses pages. Mais quand on aborde un auteur comme Tezuka, et la plupart des auteurs japonais, il ne faut jamais l'oublier, ce sont d'abord des gens qui se définissent comme des narrateurs, et ce que les éditeurs japonais, les tantosha qui les accompagnent au jour le jour dans l'élaboration des histoires et sont quelque chose entre l'éditeur au sens anglo-saxon et le co-scénariste et parfois le garçon de course qui va chercher le sandwich ou qui apporte l'élément de documentation qui manque. Ce que les tantosha cherchent surtout, ce que les lecteurs et lectrices japonais cherchent surtout, c'est une histoire puissante, un feuilleton long, des personnages attachants, des thèmes ambitieux, toutes choses que le feuilletage ne nous montre pas. Si vous voulez en savoir plus, et en savoir à peu près autant que moi sur Tezuka, vous n'avez qu'à lire le magnifique catalogue édité à l'occasion du Festival d'Angoulême et de la grande exposition qui y a été présentée. Je doute que vous puissiez voir l'exposition elle-même, elle ne sera pas reprise à Paris et elle ferme ses portes dimanche. Elle était magnifique. Et c'est aussi à Angoulême que j'ai pu combler l'un des trous de ma culture en matière de manga en découvrant l'année dernière, enfin voici un peu plus d'un an, l'œuvre de Kamimura. Je connaissais le nom de Kazuo Kamimura parce que Jiro Taniguchi avait été l'un de ses assistants.
Et quand il m'avait parlé de Kamimura, je le voyais comme un dessinateur relativement traditionnel et j'imaginais Taniguchi travaillant sur des séries d'actions. Et puis, en découvrant cette superbe exposition, j'ai vu toute la force du talent de Kamimura, un auteur qui est mort dans la quarantaine, rongé par la boisson, assommé par le travail trop intense, le rythme de publication, qui, au cours des années 60, est devenu presque insoutenable pour les auteurs, car désormais les revues n'étaient plus mensuelles, mais hebdomadaires, et demandaient en même temps la même quantité de pages à chaque fois, une vingtaine de pages par semaine. Les auteurs ont dû commencer à s'entourer d'assistants, mais malgré cela, le rythme de travail était quelquefois hallucinant, et Taniguchi lui-même avait grand peur de finir comme Kamimura. Alors ici, dans cette double page, vous sentez bien l'influence très directe de Tezuka, mais sinon nous allons voir un traitement du quotidien, de la relation amoureuse, des personnages féminins au cœur de tout le travail, très sensible, parfois lié à l'esthétique ancienne japonaise, parfois lié à des motifs décoratifs, à d'autres moments beaucoup plus crus. Nous avons chez Kamimura une exploration de territoires qui ne sont pas ceux de Tezuka, qui ne sont pas non plus ceux de Tatsumi ou de Tsuge. Il accueille dans un dessin très délicat, car là on sent qu'on a affaire à un dessinateur très virtuose, un dessinateur qui est véritablement formé au dessin réaliste et à la tradition, qui peut jouer avec la peinture ancienne japonaise, mais qui est lui aussi avant tout un magnifique narrateur. Alors, je vous recommande entre autres l'histoire très touchante et prenante du Club des divorcés, une jeune femme qui, après son propre divorce, ouvre un bar à hôtesse où elle accueille essentiellement des hommes divorcés qui n'en finissent pas de raconter leurs malheurs et leurs histoires, et elle essaie de vivre sa vie de femme à côté de ce métier astreignant. Elle est sur le point de retomber amoureuse d'un jeune homme qui travaille dans le bar, mais qui ne saisit pas très bien la situation. Et vous voyez là aussi, dans le travail de Kamimura, cette extraordinaire confiance dans les nuances, les subtilités, les silences, bien loin des idées reçues que beaucoup peuvent avoir sur les mangas. Vous sentez aussi l'élégance dans la composition de ces pages, dans l'intégration des textes, la possibilité de vider une case de pratiquement tous les éléments, d'aller vers l'abstraction, de ne pas se forcer à représenter à chaque fois un décor, car un décor peut être là quand on en a besoin, on peut le détailler, on peut détailler la nuit de Tokyo quand on approche du club des divorcés le soir, et en même temps on peut l'oublier complètement lorsqu'on est au cœur d'une séquence, ne se concentrant que sur un détail et laissant au blanc et au noir toute sa place. Il faut évidemment se souvenir que beaucoup de mangas paraissent dans des albums relativement petits et que quand ils sont en plus grand format dans les revues, l'impression est d'une qualité assez médiocre. Et donc, il s'agit toujours, sans parler de ligne claire comme le faisait Hergé, d'aller vers une forme de simplicité et de dépouillement. Chose émouvante, dans le club des divorcés, nous y voyons apparaître Kamimura lui-même. Qu'est-ce qui ne va pas, demande la jeune femme de droite à l'une de ses hôtesses. C'est lui, là, il insiste pour qu'on couche ensemble. Monsieur Kamimura? Oui, je crois qu'il écrit un manga ou un truc comme ça sur le club des divorcés. Comme il a beaucoup de succès auprès des hôtesses, il se croit tout permis. C'est étrange. Lui qui a une ligne si pure dans ses dessins. Et donc, intrusion de l'autobiographie, on sent très bien qu'effectivement, après les heures et les heures de travail, les nuits devaient se passer trop alcoolisées dans ces clubs et ces bars fréquentés par beaucoup de Japonais, mais particulièrement par les dessinateurs de manga qui étaient comme saoulés par la quantité de travail qu'ils devraient livrer. Kamimura est connu aussi à cause d'une série d'actions, Lady Snowblood, qui a inspiré Kill Bill à Quentin Tarantino. C'est donc un auteur capable de s'engager dans plusieurs genres et pas simplement dans l'intimisme. Il est vrai que beaucoup d'auteurs japonais travaillent en fonction du support qui leur a passé commande de l'œuvre. La bande dessinée japonaise
est aussi une affaire de femmes. Et elle l'a été beaucoup plus tôt que la bande dessinée occidentale. Pourquoi? Parce que très rapidement, tout le monde au Japon s'est mis à lire des mangas. Les jeunes garçons lisaient du shonen, les petites filles lisaient du shoujo, et donc beaucoup de vocations de dessinatrices, d'autrices sont arrivées et ont voulu donner peut-être à ces shoujo, à matière essentiellement sentimentale, une tonalité un peu différente de celle que les auteurs masculins leur donnaient. Et donc, Moto Hajio, qui est l'une des plus anciennes dans ce style, a essayé de créer des histoires plus subtiles, des représentations plus délicates, moins conventionnelles, notamment dans cette histoire où elle met en scène ce danseur. En fait, c'est le début des shoujo mettant en scène des relations amoureuses entre jeunes hommes, une homosexualité un peu éthérée, un peu allégorique, destinée très spécifiquement à un public féminin. Et donc, cette histoire, ici, est une des premières bandes dessinées populaires au Japon à mettre en scène les sentiments amoureux de deux jeunes garçons, brisant une sorte de tabou, car les tabous japonais ont beaucoup évolué. Longtemps, l'homosexualité avait été parfaitement tolérée et intégrée, et à d'autres époques, elle était devenue prohibée. Autre autrice importante, dont la carrière aurait pu sans doute se développer beaucoup plus si elle n'avait pas été victime, il y a une vingtaine d'années, d'un très grave accident de voiture qui l'a laissée handicapée, c'est Kyoko Okazaki. Elle est relativement peu connue en Occident. Elle est un peu oubliée, même au Japon, parce qu'elle ne produit plus beaucoup, mais elle a joué un rôle décisif dans le manga féminin. Elle est l'une des premières, notamment à travers l'album Pink, à avoir traité avec un dessin qui a l'air très simple, de thèmes de la vie quotidienne, de la condition féminine, de la sexualité, de manière tout à fait libre et forte. Alors quand on feuillette les histoires, on a l'impression de quelque chose d'un peu puéril, et dès qu'on se met à les lire, et c'est une chose qui arrive avec pas mal de mangas, on se rend compte que les personnages ont une grande profondeur, une grande justesse, une grande vérité, et surtout un souci de saisir la contemporanéité qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres bandes dessinées occidentales. Helter Skelter est une histoire assez terrible d'un mannequin célébrissime, une jeune femme ravissante qui lutte à coups de chirurgie esthétique contre le vieillissement et qui, quand elle est détrônée par d'autres mannequins plus jeunes, se transforme en serial killer. Donc, à la fois un thème très quotidien et en même temps une ampleur. C'est des mélanges assez curieux que l'on retrouve quelquefois dans la bande dessinée japonaise. Vous reconnaissez peut-être, avant qu'il ne serre la main à Herman, notre ami Katsuhiro Otomo, un homme que j'ai l'honneur de connaître et qui est vraiment un artiste tout à fait remarquable et qui réconcilie, on pourrait dire un petit peu, le monde du manga d'action et la recherche artistique et l'invention permanente. Avant de se lancer dans l'extraordinaire aventure d'Akira, c'était déjà un maître du découpage, nourri de cinéma, on le sent très bien, n'ayant pas peur d'aborder des thèmes durs et contemporains, avec un traitement toujours remarquablement efficace et lisible. Il y a d'emblée chez lui une vraie puissance de narrateur, une vraie capacité à produire énormément, tout en ayant un dessin d'un niveau très soutenu. C'est l'un des premiers, avec Jiro Taniguchi, simultanément, et sans qu'ils se connaissent bien à l'époque, c'est l'un des premiers à s'intéresser à la bande dessinée occidentale. C'est l'un des premiers à lire avec passion Métal Hurlant, à découvrir le travail d'un certain Jean Giraud, puis d'un certain Möbius, et à découvrir avec émerveillement, pour Otomo comme pour Taniguchi, qu'il s'agit d'un seul et même auteur. Et donc des influences commencent à se faire jour. Ces pages, somme toute, remises dans le sens de lecture occidentale, n'auraient pas déparé dans des revues
occidentale. On ne les aurait peut-être même pas identifiées instantanément comme japonaises. Ce qui, évidemment, est tout à fait différent de la tradition occidentale, c'est la possibilité d'avoir ce dessin assez sophistiqué dans des sagas d'une ampleur infinie. Ici, Domu, Rêve d'enfant, des récits qui préfigurent l'univers d'Akira. Alors Akira, c'est une histoire qui se passe dans un néo-Tokyo. C'est une apocalypse extraordinaire que nous décrivent les premières séquences, une ville qui va se pulvériser, s'effondrer en quelques instants, des immeubles qui vont s'écrouler sous la force de vagues, de tsunamis, toute allusion à des événements qui se produiraient plus tard au Japon, évidemment tout à fait accidentelle, puisque c'est une œuvre assez ancienne. Et après cette ouverture remarquablement puissante, on s'attache à quelques personnages, une bande d'ados, leur moto, leur envie de survie, de se débrouiller dans cet univers détruit post-apocalyptique. On parlera plus tard d'esthétique steampunk pour le travail d'Otomo, mais on sent très bien que c'est tout un entrecroisement d'influences, de regards sur la société japonaise, de regards sur la jeunesse japonaise, et c'est encore un très jeune auteur quand il le fait, mais aussi d'envie de concurrencer les Américains sur leur propre terrain. Le passage de plans de dimension épique à des gros plans qui peuvent occuper toute la double page, c'est tout cela qui fait l'esthétique d'Otomo, des personnages d'une violence extrême et effrayante et qui en même temps peuvent nous toucher et que nous avons envie d'accompagner. Et puis Otomo, passé l'immense succès d'Akira, la fatigue extraordinaire que lui a donné l'achèvement, cette chose a encore trouvé l'énergie de diriger lui-même le film Akira, puis de se lancer dans d'autres réalisations, dans un tout autre style, avec souvent un univers plus référentiel, plus compliqué, moins immédiatement lié à l'action, dans le désir permanent de se renouveler, de faire d'autres choses, et dans l'animation et dans la bande dessinée. Il travaille aujourd'hui à des histoires courtes, extrêmement délicates. Certaines ont été publiées dans la revue Pandora, et je vous invite à les découvrir. C'est un artiste qui certainement peut encore nous réserver de très belles surprises, même s'il dit que l'énergie qu'il faut pour réaliser un manga comme Akira, c'est une énergie de jeune homme et que physiquement, il ne pourra plus jamais donner naissance à une telle œuvre. Jiro Taniguchi est probablement, pour les adultes, l'auteur de manga le plus connu en France. On peut même dire que c'est à travers la France que son talent a explosé et s'est révélé. Il a commencé sa carrière très modestement, d'abord comme assistant d'un premier maître très traditionnel, puis chez Kamimura. Il est resté assez longtemps assistant. Il a commencé à publier ensuite de premières histoires courtes sur des scénarios des uns et des autres. S'est essayé à des mangas d'action, des récits animaliers, est parti dans toutes sortes de directions, a emprunté un peu partout à ses contemporains, s'est nourri beaucoup de la bande dessinée occidentale, parfois même d'un peu trop près. Et peu à peu, Jiro Taniguchi, qui avait grandi sans éducation, ni artistique, ni intellectuelle, a révélé, par les contacts avec des scénaristes, par l'implication longue dans la recherche documentaire, a découvert la possibilité de raconter toute autre chose. C'est d'abord au temps de Botchan, le roman fameux de Soseki, une période de l'histoire du Japon qui est reconstituée minutieusement à travers les 4 tomes de cette série par Taniguchi. Et puis, suite à une commande de la revue Morning, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, il se lance dans un défi encore plus grand. Le rédacteur en chef de la revue, M. Tsutsumi, lui dit « Vos dessins laissent une grande place aux atmosphères, aux décors. Est-ce que vous n'essayeriez pas une histoire sans vraie intrigue, une histoire qui laisse toute sa place aux sentiments, aux émotions, aux paysages ?» Taniguchi fait une première version, encore assez bavarde, et M. Tsutsumi lui dit non, allez plus loin, vous pouvez vous passer quasiment de texte. Vous voyez, là, on est bien loin de l'idée de l'éditeur commercial disant ajouter de l'action, ajouter du sexe, ajouter de l'humour. Non, c'est aller plus loin dans cette direction-là. Et va arriver cette histoire
à peu près miraculeuse, et en même temps tellement représentative de ce qu'était Taniguchi comme personne, et aussi peut-être d'un rêve tellement fort dans les grandes villes japonaises, celui de tout d'un coup décrocher, s'écarter du travail, de la pression ambiante, de retrouver des petits coins de nature, des petits quartiers perdus au cœur de la ville, de se laisser aller à une redécouverte du temps, de l'espace, du quotidien. Introduire la contemplation à l'intérieur du genre des mangas, ne pas craindre les pleines pages. Et cette histoire, oui, elle plaît au Japon, mais quand elle arrive en France, elle joue véritablement un rôle de révélateur. Et certainement, ce premier succès, puis l'encouragement des collègues vont pousser Jiro Taniguchi, à côté d'autres récits d'aventure, à développer une veine intimiste. Il rencontre à cette époque Möbius, qui était son dieu. Ils essayent de collaborer ensemble, mais cette collaboration autour d'Icare, avec trop d'intermédiaires, trop de traductions, trop de complications, ne débouche pas sur un chef-d'œuvre, mais elle crée une de ces passerelles qui sont nécessaires à l'époque entre le monde de la bande dessinée et celui des mangas. Et je me souviens très bien, il y a pas mal d'années, je commençais à avoir des fonctions de conseiller aux éditions Casterman, que mon ami Frédéric Boilet me disait « Il y a une histoire extraordinaire de Taniguchi qui n'a pas été traduite, c'est un joyau, et vraiment, il faut la découvrir. » Je la parcours attentivement en japonais, je la trouve très belle. Frédéric me raconte en quelques mots l'histoire, et je suis tout à fait enthousiasmé par ce travail. Et à ce moment-là, on se dit, mais c'est une histoire qui est trop littéraire pour pouvoir vraiment toucher le lecteur de manga courant. Il faut la mettre en sens de lecture occidentale, il faut la faire paraître au milieu d'autres bandes dessinées, et c'est ce travail énorme de traduction et d'adaptation graphique que Frédéric Boilet réalisera. Il faut dire que nous avions déjà collaboré avec Taniguchi peu auparavant, puisque dans cette histoire qui s'appelle Tokyo et mon jardin, que j'ai écrite avec Frédéric Boilet, et qui est nourrie de son vécu japonais pendant les années qu'il passait là-bas, tous les tramés gris, toute la mise en lumière des planches étaient réalisés par Taniguchi. Il y avait donc eu une forme de collaboration, et là c'est une collaboration d'un autre ordre qui va se faire, puisque Frédéric Boilet réalisera un travail extraordinaire qui certainement n'est pas étranger au premier immense succès de cette histoire en France, un travail qui ne consiste pas à retourner les pages, mais bel et bien à les retravailler. Vous savez que si on retourne tout simplement les pages, beaucoup d'incohérences peuvent se produire, le sens de lecture peut être perturbé, et pour ne prendre que ce détail, tous les personnages deviennent gauchers. Et donc là, il s'agit d'un tout autre travail très subtil, et aussi d'un travail de dialoguiste, puisque Taniguchi est aussi excellent écrivain que dessinateur. Je ne vais pas vous raconter Quartier lointain, si vous ne l'avez pas lu, je vais vous en laisser le plaisir de la découverte, mais tout commence par un train manqué, après une nuit un peu trop arrosée, un salaryman, car c'est pour une revue de salarymen que Taniguchi travaille à cette époque, un salaryman se trompe de train et se retrouve par hasard dans la ville de son enfance, et par un étrange sortilège se trouve ramené à l'âge de 14 ans. Rassurez-vous, ce ne sont que les premières pages. Monde rêveur qui prolonge, mais sur un mode plus romanesque, celui de l'homme qui marche, et idée possible de la vie qu'on a vécue, de la vie que nos parents ont vécue, que nos proches ont vécue, et qui peut-être aurait pu être autre. L'idée de la seconde chance, l'idée de ce qui n'a pas eu lieu et qui brusquement devient possible ou peut-être pas tout à fait possible, l'idée de se regarder enfant ou adolescent, voilà autant de thèmes qui ont séduit d'abord le public français, puis après cette édition, beaucoup d'autres contrées, et qui ont conduit à la réédition de cette histoire oubliée au Japon même, tellement ils étaient impressionnés par le succès qu'elle avait eu. Il y a là quelque chose d'un peu miraculeux, parce que Taniguchi se disait, moi j'ai créé mon histoire pour un magazine d'hommes entre 30 et 50 ans sortant du bureau qui se reconnaissent dans le personnage. Et ici, je vois des jeunes garçons, des adolescentes, des vieilles dames, des messieurs respectables, des docteurs, des notaires, des professeurs qui viennent lire mon histoire. Alors je l'avais créée finalement pour tout le monde et pas juste pour le public cible du magazine.
Car ça, c'est une des choses un peu étranges et parfois un peu tristes du monde des mangas, c'est cette idée que les catégories de public sont très précisément identifiées, hommes, femmes de différents âges, et jusque dans les revues de manga érotiques, elles sont bien spécifiées, à chacun sa perversion favorite, à chacun son fétiche. C'est une chose qui nous paraît assez étrange, mais qui en même temps participe du succès des mangas dans ce monde. Alors d'autres histoires intimistes, comme le journal de mon père, les années douces, cette autre histoire très jolie autour du monde de la cuisine, un homme qui mange au lieu de l'homme qui marche, et puis des histoires d'action aussi très fortes et pour les passionnés de montagne, tout à fait remarquables, à commencer par les 4 tomes du Sommet des dieux. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Chiro Taniguchi, c'est l'auteur japonais que je connais le mieux puisque j'ai réalisé, sans connaître le japonais, sans qu'il connaisse ni le français ni l'anglais, un livre complet d'entretien avec lui. Nous avions une amie complice qui a permis à cette chose de se faire et c'est un livre qui raconte non seulement beaucoup sur Taniguchi et sur l'art des mangas, mais aussi sur l'ensemble de cette vie, de ces métiers, de cette pratique quotidienne qui a été la sienne. Il avait par exemple la réputation d'être un auteur lent parce qu'il ne faisait que 200 ou 300 pages par an. Évidemment, pour la plupart des éditeurs occidentaux, on disait de lui qu'il n'était pas un vrai mangaka. Mais je pense que pour nous, c'était un vrai mangaka. Alors, un qui n'a pas peur de produire des pages en immense quantité, c'est Urasawa, Naoki Urasawa. Vous connaissez peut-être certaines de ses séries. Lui aussi, fasciné dès l'enfance par Tezuka, alors dès le tout jeune âge, ayant dessiné des mangas quasi professionnels dès l'âge de 11 ou 12 ans, mais capable de développer des récits à la Dumas, des récits d'une ampleur extraordinaire, de vrais feuilletons parfaitement tenus, comme Monster, son chef-d'œuvre. C'est un bon dessinateur, c'est un excellent metteur en scène, mais c'est surtout l'auteur de Page Turner absolument extraordinaire. Ici, un chirurgien qui a sauvé un enfant dans une opération extrêmement difficile et qui se rendra compte que peut-être il aurait mieux valu ne pas le sauver. Histoire d'une très grande puissance, romanesque, populaire, mais sans vulgarité, et dessinée avec une grande tenue par Urasawa et ses assistants. Voici les tomes de Monster, et parler de Monster, c'est entrer vraiment dans cette saga. Ce n'est pas simplement regarder quelques pages, c'est s'étonner qu'on puisse tenir un tel niveau pendant aussi longtemps. 20th Century Boys, autre série, Billy Bat, qui met en scène un mangaka, et qui est une série remplie de mises en abîme très amusantes. Pluto, où il paye une sorte de dette à Tezuka, puisque c'était un personnage qu'il reprend à Astro Boy, et donc la série est en quelque sorte co-signée avec Tezuka, même s'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Une très très grande densité dans ces pages, mais une envie, à chaque fois qu'on a lu un tome, d'aller chercher le suivant. Ça a d'ailleurs un petit peu perturbé les lecteurs occidentaux, car habitués à ces grandes sagas, habitués à ce rythme de parution des mangas, ils étaient un peu surpris de voir les séries, par exemple comme 13, paraître à un rythme tout différent. Ils seraient bien allés chez leur libraire 2 mois après avoir lu un tome pour demander le suivant, mais ce ne sont pas nos habitudes. Alors là, l'exposition Naoki Urasawa, qui est remarquable et visible jusqu'au 31 mars, ce sera un beau complément. Je vous engage vraiment à aller la découvrir, et si vous êtes passionné, par lire le livre qui l'accompagne, un très très long entretien avec Urasawa, qui est un auteur d'une extrême intelligence, d'une grande culture, et qui parle de manière plus facile et plus directe que beaucoup d'autres mangaka. Quelques mots sur Taiyo Matsumoto, qui lui aura son exposition l'année prochaine à Angoulême, et qui est un dessinateur virtuose, à l'aise dans l'action comme dans l'intimisme, à l'aise dans les bandes dessinées sportives. Il s'est intéressé à la boxe dans une de ses premières histoires. Il a développé toute une saga autour du ping-pong, et il le fait
en réussissant, pour ce sport qui est quand même un sport de petite dimension, à donner une dimension épique à chaque combat et évidemment toute sa place à l'image, puisqu'on imagine que les parties de ping-pong ne sont pas extraordinairement bavardes. Mais il a pu développer aussi un tout autre registre. Il a été très marqué graphiquement par Nicolas de Crécy, qu'il admire beaucoup, par d'autres auteurs européens. Et vous voyez que son trait est extrêmement libre. C'est un trait presque charbonneux, comme au fusain. C'est un trait expressionniste aussi, qui lui permet de décrire des bandes de jeunes de façon extrêmement sensible. Je vais évoquer deux dessinatrices dont j'apprécie énormément le travail. Elles sont vraiment parmi mes préférées, mais ce ne sont pas des auteurs de shoujo très populaires. Ce sont vraiment des marginales, des passeuses entre plusieurs mondes, des artistes. Kiriko Nananan est l'auteur notamment de Blue, d'un certain nombre d'autres récits, mais c'est Blue qui m'a personnellement le plus frappé. Et alors c'est une bande dessinée absolument minimaliste, épurée à l'extrême, une histoire d'amitié amoureuse entre deux lycéennes qui en plus se ressemblent, ce qui quelquefois rend la lecture un rien complexe, et où tout est traité à partir de nuances, de détails, et où les espaces vides tiennent autant de place que les pleins du récit, où une double page, comme vous le voyez ici, peut tenir à presque rien, où une coupe de cheveux peut devenir un événement, où le texte se disposant dans l'image peut être à lui seul toute une action. Il est vrai, et là nous le sentons particulièrement dans ce travail de Kiriko Nananan, il est vrai que l'écriture japonaise a une élégance et dans sa verticalité qui épouse ici le mouvement de la page, que la version française perd quelque peu. Et là c'est structurel. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une adaptation paresseuse. Nous ne lisons pas de la même façon, nous n'intégrons pas plastiquement le texte comme peut le faire le travail de cette autrice. Une page d'une autre de ces histoires, il se passe peu de choses, beaucoup est demandé au lecteur qui doit reconstituer un peu les sentiments et les actions entre les images et entre les pages, mais c'est d'une élégance tout à fait remarquable et d'une contemporanéité dans les thèmes et souvent d'une très grande audace. Alors, une autrice très active aujourd'hui, c'est Kan Takahama. Elle vient même de publier un livre aux éditions des Arènes qui s'appelle Le goût d'Emma. Mais elle a commencé sa carrière avec Frédéric Boilet dans un album en collaboration qui s'appelait Mariko Parade et qui était un des premiers croisements de style, un des premiers travaux vraiment réalisés en commun entre auteurs japonais et auteurs occidentaux. Frédéric Boilet rêvait à cette époque-là de ce qu'il appelait la nouvelle manga, d'une manga du quotidien, d'une manga du presque rien, et Kan Takahama est certainement celle qui a poussé le plus loin cette idée et qui lui a donné le plus de concrétude. Je montre ici quelques images de ces histoires récentes, le dernier vol ou le dernier envol du papillon, qui se passe à Tokyo au début du XXe siècle, dans une maison de geisha. On voit, avec cette histoire qui avait été créée spécialement pour un magazine français, qu'elle manie à la perfection la couleur directe, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'auteurs japonais, même pour Taniguchi, dont j'aime énormément le travail, je suis moins convaincu par la couleur. Chez Kan Takahama, la couleur directe est vraiment un apport, et c'est le cas aussi dans certaines pages de Tokyo Amour et Liberté, un album encore plus récent sur un jeune écrivain un peu paumé qui hésite entre la pègre et la pureté pour mener sa vie. Et le dernier auteur que j'évoque en quelques mots est lui aussi extrêmement délicat, raffiné et inventif aux antipodes des clichés sur le manga, c'est Minetaru Mochizuki. Il y a quelque chose d'apparemment froid, géométrique, un peu à la Chris Ware, même si le dessin des personnages est très différent, mais les histoires sont extrêmement prenantes, extrêmement sensibles, et notamment cette longue saga de Shiisa Kobe, développée en 4 tomes, qui est une adaptation rendue contemporaine d'un roman, des croisements entre 2 personnages fermés, isolés chacun dans leur
obsessions et qui, pourtant, peu à peu, parviennent à s'approcher l'un de l'autre. Voilà, c'est sur cette image poétique, sans grands yeux, sans trait de vitesse, sans action trépidante, sans robot et sans cataclysme, que j'interromprai ce parcours ô combien incomplet sur les métamorphoses des mangas, en espérant vous avoir donné l'envie de lire, car il faut les lire, quelques-uns de ces ouvrages. Merci beaucoup.